tu veux vraiment fonctionner, t'es obligé de te différencier. Là où à l'époque, justement, si tu veux fonctionner, il faut faire ce qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si tu veux fonctionner, tu dois inventer un truc, sinon ça marchera pas. Après, je peux pas remonter le temps. Je peux pas remonter le temps. J'aurais pu, mais je peux pas remonter le temps. Je peux pas remonter le temps. J'aurais pu, j'aurais dû, mais je peux pas remonter le temps. Salut Youssef. Salut, ça va? Ça va et toi? Très très bien. Merci de venir nous voir ici sur Tarmac. Merci beaucoup, merci à vous. Avant de parler de ton nouvel album qui sort demain, je voudrais te rappeler un souvenir. Retour en 2013, je t'avais interviewé à l'époque. Exactement. T'avais 14-15 ans à l'époque, je pense. Ouais, 14 ans. 14 ans, c'est ça. Je me souviens que dans l'interview, tu trouvais exceptionnel le fait d'avoir fait plus de 20 000 vues avec ton clip. Ouais. J'y croyais vraiment pas parce que je voyais le taux de vues monter au fur et à mesure. Puis quand j'ai vu hier par exemple que c'était déjà 20 000 en une semaine, pour moi c'est d'abord exceptionnel parce que j'ai jamais eu un quota comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours aussi sincèrement émerveillé face aux chiffres de tes clips ou de tes streams? Honnêtement, je le suis, mais avec des récurrences, des fréquences un peu différentes. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais absolument tout le temps émerveillé, vue par vue, donc 20 000 fois par clip, ce qui est beaucoup. Aujourd'hui, c'est plutôt à des périodes, tu vois, comme ça, une fois tous les X temps, quelques fois dans l'année, où je sais pas, d'un coup, je prends du recul. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion hier, où en fait je regardais les commentaires d'un clip et je me dis mais il y a genre 130 commentaires sur ce clip et 130 fois quasiment c'est que des commentaires hyper bienveillants de gens, je me dis c'est des individus, c'est des personnes qui sont là, qui sont réelles, qui prennent le temps, qui commentent et tout, et en fait je me rends compte que si tu reviens en arrière, je me disais hier, je me dis mais imagine si je prends sur 10 piges chaque post Facebook, YouTube, machin, les clips et tout, ça fait des dizaines de milliers de commentaires et tu te rends jamais compte. Et en fait, ouais, c'est dingue. C'est juste que, effectivement, ouais, honnêtement, il n'y a pas la même magie que quand tu as 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, il faut à chaque fois redescendre sur Terre et se dire mais attends, c'est quand même fou ce qui arrive. Tu vas sortir Pour que les étoiles brillent, ton 3e album. Ouais. Je trouve que c'est un album plus positif que les précédents. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Bah ouais, j'en suis même content. J'en suis content, c'est assez laborieux parce que je sais que j'ai beaucoup plus facile à écrire sur des choses qui sont parfois un peu plus sombres, un peu plus tristes, parce que y a cette phrase de Kazé qui me guide souvent, qui dit quand ça va bien je le vis et quand ça va mal je l'écris. Ben c'est souvent le cas pour moi, donc j'ai parfois du mal à écrire des morceaux lumineux. Et en tout cas, le pari de cet album, ça a été aussi de me dire, même s'il y a des morceaux sombres, même s'il y a des choses assez dark que je dois raconter, parce que voilà, c'est vital pour moi d'utiliser l'écriture et la musique pour ça. Au fond, je sais qu'il y a toujours une touche d'espoir derrière tout ça, surtout grâce à la musique en fait, grâce au public et grâce au concert. Je sais que je capture un peu ces noirceurs que j'ai en moi, mais au fond, j'en fais toujours quelque chose de positif. Qui me permettra d'évoluer et qui permettra aux étoiles de se remettre à briller, quoi. Cette évolution, elle est aussi liée à l'évolution musicale. Je trouve qu'il y a une nouvelle couleur, en tout cas musicalement parlant, dans l'album par rapport au projet précédent. Clairement, c'est quelque chose de voulu. Honnêtement, je pense que c'est aussi le résultat d'une sorte de pression, de challenge, tu vois, un truc positif. Mais de quand même se dire, allez, il faut évoluer dans ce que tu proposes artistiquement, et parce que, honnêtement, autour de moi, déjà dans mon entourage proche, mais en plus quand je regarde ce qui se fait aujourd'hui dans la musique, que ce soit en Belgique ou ailleurs, il n'y a que de la bombe partout, tu vois, les gens, ils innovent, il y a des musicalités incroyables et tout, donc moi des fois je suis là en mode, putain, il faut aussi que je travaille là-dessus, tu vois, et j'ai eu la chance de rencontrer El Gaouli il y a 4-5 ans maintenant, qui m'a permis de pouvoir avoir ce recul-là et de réfléchir à une réelle direction artistique, même si honnêtement ça s'est fait assez spontanément, tu vois. Ouais. On ne s'est pas posé en mode bon, on a 17 titres, il faut qu'il y ait 3 titres dans telle couleur, il faut qu'on ait un morceau où il y a un drop comme ça, il faut machin. Ça s'est fait naturellement, mais il m'a quand même énormément aiguillé, et c'est pour ça que cet album-là, tu vois, il lui appartient autant que moi, parce qu'il m'a réellement aidé à le construire, à me challenger aussi. Combien de fois il m'a pas tiré les oreilles pour que j'utilise tel genre de prod parce qu'il en manque, et en fait il avait totalement raison, pour travailler les refrains,
penser au featuring, etc. Donc c'est important d'évoluer. Et là, je pense même encore à la suite, tu vois. Donc j'ai encore envie d'aller explorer de nouvelles choses. Aujourd'hui est un nouveau chapitre, prends ce texte comme un coup de bélier. Aleph sera l'intitulé car je suis sûr que tout est lié. Conscient de ma chance, je ne peux qu'apprécier la vie. Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Tu dis ça fait 10 ans que je rappe, il est temps que je fasse de l'oseille. C'est vrai que pour toi le rap, ça a été longtemps une passion. Aujourd'hui, c'est devenu un métier. En tout cas, tu le considères vraiment comme un métier aujourd'hui ? Oui. Alors pour plusieurs raisons. La première parce que le fait que ce soit une activité que je pratique tous les jours et qui me rapporte de l'argent et qui me permette de vivre et de payer mon loyer, déjà grâce à ça, ça l'est. Mais aussi vraiment une question de vocation aussi, tu vois, c'est au-delà du côté purement alimentaire qu'on peut sous-entendre quand on dit le mot métier. Je veux dire, c'est ce qui guide mes journées, mes soirées, c'est ce à quoi je pense quand je me lève, ce à quoi je pense avant de dormir, ce à quoi je pense quand je mange. Parfois c'est même un peu trop. Mais voilà, on n'a pas toujours le choix. Donc oui, je le considère comme un vrai métier. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de ce qu'on aime et de pouvoir être là tous les jours dans un métier qui nous passionne. Donc moi j'en suis hyper content. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas j'en profite. Aujourd'hui, il y a toute une équipe, il y a le label, il y a les managers, il y a la distrib, il y a la promo, il y a le booking, il y a tous les artistes avec qui tu bosses, etc. Tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont avec toi dans le bateau et qui, en tout cas, qui me donnent. Moi, je ressens pas de pression, tu vois, mais quand même, j'ai pas envie de les décevoir. J'ai envie que ça marche parce que ces gens-là, ils donnent de leur sang pour que le truc fonctionne. Donc j'en ai envie aussi. Tu parles de ton label, tu as signé dans un label français. Ça, c'est par choix ou c'est parce qu'en Belgique, il n'y a pas eu d'opportunité ou... C'est un peu des deux. En Belgique, déjà, pour la faire courte, il n'y a pas eu d'opportunité quelle qu'elle soit. Pas avec de maison de disques, en tout cas. Et secondo, parce que oui, c'est un choix qui est stratégique. Moi, j'ai beau être un artiste belge, j'ai une majeure partie de mon public, ou alors de tout ce qui se passe au niveau stream, niveau vente, etc., qui se passe en France, mais ce qui est tout à fait normal, en fait, de manière démographique pour la francophonie. C'est normal que ça se passe plus en France, puis là-bas, la scène est plus développée. Mais voilà, ça résulte quand même d'un problème, selon moi. Bon, moi, je le vois comme un problème, après, chacun le voit comme il veut, mais c'est clair qu'il y a un manque de moyens pour les artistes belges en Belgique. Ça veut dire que dès qu'on doit réussir, ou alors avoir les moyens financiers de réussir, parce qu'il y a les moyens qu'on peut avoir dans nos poches pour vivre de notre musique, ça représente plus ou moins 20%, 30% du budget. Tout le reste, c'est aussi l'argent que tu dois investir dans tes clips, dans ta promotion, dans ton marketing, dans tous les moyens que tu fais pour développer ton projet. Et cet argent-là, en Belgique, il n'est pas vraiment là, quoi. Il est peut-être là pour les gros mastodontes qu'on connaît tous, mais pour des plus petits artistes en développement, etc., c'est plus compliqué. Et souvent, quand des plus petits labels essayent de prendre le risque, parfois ça marche pas toujours, donc je peux comprendre aussi qu'il y a certaines appréhensions. Je voulais te parler du morceau Le Rap est mort. Les rappeurs font l'apologie de la drogue et des tasses. Ils voulaient signer des contrats, ils sont signés son épitaphe. Les grands font de la merde et les petits croient que c'est de la bombe. Le rap est mort et j'irai cracher sur sa tombe. À la fois tu te réjouis de ce que le rap est devenu, c'est-à-dire omniprésent, mais en même temps tu regrettes aussi les rappeurs qui font l'apologie de la drogue et des tasses. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer avec ce morceau ? J'ai voulu synthétiser, je pense, un truc, sans prendre des gants, sans vouloir être trop politiquement correct, voilà, exactement, que le rap a basculé dans... quand je dis le rap, je veux plutôt dire, voilà, ce qui se vend le plus aujourd'hui et qui est stylistiquement du rap, qui vient du hip-hop, etc., clairement, moi, j'ai une sorte de dissonance avec ça par rapport aux valeurs que j'ai et au rap que... Je dis au rap que j'ai connu, alors qu'en vrai, c'est même pas vrai. Moi, le rap dont je suis fan, le rap qui m'a bercé, j'étais même pas né pour le voir. J'étais pas là, on me l'a raconté, je l'ai étudié, mais j'étais pas là. T'es né en 98 et tu rappes comme en 98. Exactement. Je suis né après l'école du micro d'argent. Et donc déjà, ça en dit beaucoup. Je peux pas me permettre non plus de dire ça comme si je l'avais connu. Par contre, je sais que oui, aujourd'hui, je me reconnais beaucoup moins dans les artistes rap que je n'aurais pu me reconnaître à l'époque. Par contre, il y a bien une chose dont je suis assez fier, c'est que le rap vient d'hyper loin et aujourd'hui, le rap, c'est à la mode. Faire du rap, c'est à la mode.
Et ça fonctionne très bien, et c'est partout dans les boîtes, c'est partout en radio, c'est la musique numéro 1 partout. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, on se moquait de tous les gens qui faisaient du rap, qui faisaient du hip-hop. On les regardait vraiment comme des fous. C'était très marginal. On pensait que ça allait durer 2-3 ans comme la tectonique. Alors que non, il y a des anciens qui se sont battus, qui ont persévéré, qui ont créé un réel mouvement qui nous a amenés jusqu'ici, quoi. Tu parlais des featuring. Il y en a un avec Oxmo Puccino sur l'album. Légende du rap français. Oui, c'est réel, c'est réel. C'est réel. Le morceau s'appelle Le poids des mots. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé cette collab et qu'est-ce qui t'a peut-être le plus impressionné chez lui? Honnêtement, ça a démarré avec El Gaouli au studio où on se disait imagine un jour on a un feat avec Oxmo. Ça faisait un peu le featuring de rêve et tout, tu vois. Et puis justement quand j'ai signé dans mon label chez E47, il y a Nizar qui est mon DA qui s'entend très bien avec Oxmo en fait, qui le connaît et qui a dit bah vas-y on peut lui proposer, lui faire écouter et tout. Et ce qui m'a le plus étonné en fait c'est justement la manière dont ça s'est déroulé humainement en fait, parce que bon c'est peut-être parfois un tue-l'amour, mais il faut savoir que dans l'industrie musicale et tout, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu es vraiment pote avec les artistes, et donc oui, ça se fait des sessions studio ensemble et on fait des vraies collabs qui sont humaines. Soit on se connaît pas et c'est via, et alors le truc peut vraiment limite se faire à distance sans même que tu ne croises, parce que tu parles avec le manager, qui parle avec machin, et des fois c'est... Ça se on a passe l'impression comme ça, que ouais, les artistes sont en clip, ils sont bien, mais en vrai ils se connaissent pas, ils se sont jamais tapés dans la main. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que justement, Oxmo est pas du tout dans cette manière-là de travailler. En fait, il a dit, ok, d'abord, on va se voir, on va parler de tout et de rien, on va refaire le monde, et après, seulement, on discutera de musique, de je sais pas quoi et tout. Mais d'abord, viens, on se rencontre, on se fait kiffer, t'es qui, je suis qui, et voilà, tu vois. Donc d'abord, ça a commencé par juste une après-midi à boire des cafés, à marcher dans Paris. Et puis seulement après, bah voilà, je lui ai envoyé un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Il a un peu choisi celui qu'il préférait. Et la même chose, hein, il est venu à Paris au studio, là où j'enregistre, chez El Gaouli. Il est venu sans manager, sans label. Il est venu, et on a passé toute l'après-midi ensemble, on a bossé, je lui ai fait écouter l'album, donc c'était vraiment hyper cool. Il m'a renvoyé un message le lendemain, donc enfin c'est assez ouf. Puis le fait que Oxmo écoute l'album et le valide et accepte de venir dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, il est là, il donne vraiment de la force, quoi, tu vois. C'est un cadeau, donc ça me donne une confiance aussi, tu vois. Je suis validé par Oxmo, c'est bon, c'est moi tranquille, quoi, tu vois. Puisqu'on parle d'une légende du rap français, avant de terminer, on va faire un petit jeu. Ok. Parce que je sais que tu as un talent caché, c'est de connaître très bien les paroles classiques du rap français. Tu confirmes? Bon, j'espère que je vais pas réviser. Donc je vais mettre ma casquette de Nagui, je vais te proposer des débuts de phase ou de punchline et je vais te demander de les compléter. J'ai peur, j'espère que je vais réussir. Le mérite, c'est ce qui rend une personne digne d'estime. Ce qui rend une personne digne d'estime. Beaucoup voulaient en tirer gloire, mais n'en ont aucun. Ça, c'est Sniper, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Le mérite, c'est ce qui rend une personne digne d'estime. Beaucoup veulent en tirer gloire et n'en ont aucun. Ok, t'emballes pas si vite, arrête de croire qu'on va te décerner une médaille pour ton vécu. Justement, on parle de mérite, on l'a dit, ça fait 10 ans que tu rappes. Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis quand même, je le mérite, ce qui m'arrive? C'est dur parce que je suis très critique vis-à-vis du concept en lui-même du mérite. Je sais pas si je mérite ce qui m'arrive. Je pense que c'est aussi, tu vois, le résultat d'une conjoncture dans laquelle je suis. À la fois, j'ai pu me battre pour obtenir ce que j'ai eu. À la fois, je suis aussi très privilégié de connaître les bonnes personnes, d'avoir été aux bons endroits au bon moment. C'est un cadeau, tout ça, tout ce qui arrive. C'est un cadeau. Ok, deuxième extrait. Ok. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs. Attends, je la connais. Tu la connais, Croire en c'est qui sûr. ou quoi, les mecs sont tous des miroirs. Vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. Tiroirs, ça c'est demain, c'est loin. De Ayam, oui. Okay, exactement, Ayam. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs. Vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. Et ça, je la connais par cœur. 9 minutes NLG. Mais au défi. Oui. Les mecs sont tous des miroirs, ils vont tous dans le même sens. Est-ce que toi, tu as encore aujourd'hui l'impression d'être à contre-courant? Peut-être, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un... En tout cas, si on parle du rap, etc., j'ai pas l'impression d'être dans un milieu où tout le monde va dans le même sens. Je pense que justement, ce qui fait la richesse du rap aujourd'hui, c'est qu'il y a
énormément de styles différents, qu'il y a beaucoup d'artistes qui se mettent plus de barrières en fait et qui en ont un peu rien à foutre de ressembler à l'artiste qui se vend le plus en ce moment. Juste ils viennent, ils débarquent et que limite c'est maintenant à l'inverse d'avant, tu vois, c'est qu'aujourd'hui si tu veux vraiment fonctionner, t'es obligé de te différencier. Là où à l'époque justement si tu veux fonctionner, il faut faire ce qui fonctionne. Aujourd'hui c'est l'inverse, si tu veux fonctionner, tu dois inventer un truc sinon ça marchera pas et du coup ça crée une créativité tout le temps. Sans limite. Ouais, exactement. Et moi je trouve ça trop beau, même s'il y a des trucs qui me plaisent moins et tout, en tout cas dans la forme je trouve ça trop bien. Dernière phase, après la trêve, je ne sors plus, comment veux-tu ? Je mène une vie de rêve alors que je ne dors plus. Voilà, ok, ça y est, je l'ai eu. Ça c'est Espérance de vie de Youssoupha, c'est 2012 je pense, un truc comme ça. Après la trêve, je ne sors plus. Comment veux-tu que je mène une vie de rêve alors que je ne dors plus? Il parle de rêve, l'accomplissement des rêves, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ta musique, dans ton message. Tu avais ce gimmick à l'époque, à quoi ça sert d'avoir des rêves si tu n'en réalises aucun? Exact. Toi, dans ta liste de rêves, là, qu'est-ce que tu as déjà coché et qu'est-ce que tu as encore à cocher? Franchement, un paquet de choses que j'ai déjà coché. Déjà, le simple fait de sortir un album, de monter sur scène, de rencontrer Oxmo Puccino, de rencontrer IAM, bientôt faire leur première partie. Enfin, il y a plein de choses. Puis il y a des rêves qui ne sont pas forcément liés à la musique aussi, hein, des rêves de voyage, de rencontres. Je dirais que les prochains rêves que j'aurai à cocher, c'est des noms de salles, tu vois. Je rêve, et dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, mais je rêve d'un Olympia, par exemple. Ça, c'est genre chaque fois que j'y vais, chaque fois que je vais à Paris, chaque fois que je passe devant l'Olympia, je m'arrête, tu vois, et j'attends. Et je me dis un jour, peut-être, ça sera incroyable. Je rêve de partir longtemps, loin, tout seul. Ça, ce serait une belle case à cocher. Apprendre à nager, peut-être. Voilà, petit secret. Il y a plein de petites choses comme ça, des choses utiles, des choses moins utiles. On verra quoi. On va terminer avec une dernière question qu'on pose à tous nos invités qui viennent ici d'en poser. C'est si tu avais une résolution à faire sur toi-même, quelque chose à améliorer chez toi, qu'est-ce que tu choisirais? Honnêtement, là en ce moment, je dirais faire du sport, mais sérieusement. Parce que ouais, j'ai vraiment un train de vie qui nécessiterait de compenser tout ça avec un peu de sport. Donc là, ouais, ça va être ma grande résolution de l'année 2022-2023 à venir. Merci beaucoup Youssef. Merci à toi.